La notion de forme scolaire est définie par le sociologue et philosophe Guy Vincent dans les années 1980. Elle est conçue comme une relation pédagogique comprenant trois éléments: un temps dédié, les heures de classe, le cours, la récréation; un espace spécifique, l'école, la salle de classe et son organisation en rangée; et des règles, travail, immobilité, écoute. Tous ces principes, qui sont encore la réalité quotidienne de la majorité des élèves français, ont été théorisés dès le XVIIe siècle par Jean-Baptiste de La Salle dans son ouvrage Conduite des écoles chrétiennes. Cette forme scolaire se cristallise au XIXe siècle avec la coexistence de trois méthodes d'enseignement qui incluent des pratiques pédagogiques bien distinctes: la méthode individuelle, la méthode mutuelle et la méthode simultanée. La méthode individuelle s'appuie sur les principes du préceptorat hérité de l'Antiquité. Elle est la plus répandue jusqu'au XIXe siècle et positionne devant les élèves des maîtres peu compétents, sans formation, pour qui enseigner n'est le plus souvent qu'un deuxième métier. Les conditions matérielles sont précaires, petites maisons d'école, parfois de simples étables au mobilier fort modeste. Au milieu de nombreux élèves d'âge et de niveaux très différents, le maître consacre successivement quelques minutes à chaque écolier. Pendant ce temps, les autres élèves sont le plus souvent inactifs. Le tableau est éloquent sur la réalité de ces écoles et de cette méthode. Devant le maître, une fillette déchiffre sa page de lecture, alors que derrière elle, le garçon qui a enlevé son chapeau attend son tour. À droite du tableau, l'élève qui vient de passer est maintenant attaché à la chaire magistrale jusqu'à ce qu'il connaisse sa leçon. Sur la gauche du tableau, deux garçons se battent, ce qui oblige le maître à les menacer en levant sa férule. Cette pédagogie peu efficace est la seule pratiquée jusqu'à la fondation des Frères des écoles chrétiennes par Jean-Baptiste de La Salle en 1680. Avec les Lassalliens, l'enseignement se professionnalise. Les frères, qui sont des religieux laïcs, sont formés et se consacrent exclusivement à l'enseignement. Le mode simultané suppose le regroupement des élèves dans une même classe par niveau, selon trois ordres: les faibles, les médiocres et les forts. C'est cette configuration qui est à l'origine de nos actuels CP, CE et CM. L'enseignement est alors dispensé simultanément aux élèves d'un même ordre. Ces congrégations vont connaître un essor rapide dans la France napoléonienne et leur méthode va se généraliser au cours du XIXe siècle, en parallèle avec la quasi-disparition du mode mutuel. Importée d'Angleterre pour pallier le manque de maîtres après les guerres napoléoniennes, la méthode mutuelle, portée par les libéraux qui veulent lutter contre l'expansion des écoles chrétiennes, se développe rapidement en France dans le premier tiers du XIXe siècle. Dans les écoles mutuelles, les enseignements se déroulent dans de vastes salles qui peuvent accueillir plusieurs centaines d'élèves d'âge et de niveaux différents pour un seul enseignant. Le principe fondamental est celui de la réciprocité de l'enseignement entre les écoliers, le plus capable servant de maître à celui qui l'est moins. C'est le monitorat. Les plus âgés ou les plus avancés ont la charge de relayer la parole du maître auprès d'un groupe d'élèves moins avancés. Pour chaque discipline, les élèves sont répartis en 8 classes, c'est-à-dire 8 regroupements d'élèves. La première étant celle des débutants et la huitième celle de l'achèvement du cursus. Un élève peut donc être en quatrième classe de lecture, en sixième classe d'écriture et en troisième classe d'arithmétique, l'affectation dans une classe dépendant uniquement du niveau des connaissances. Chaque enfant peut ainsi changer de groupe en fonction des résultats obtenus lors d'un examen qui se tient tous les 15 jours. Pour faire face au nombre d'élèves, le maître orchestre l'avancée des travaux avec une rigueur quasi militaire. Ce sont ces écoles mutuelles qui sont à l'origine de l'apprentissage en parallèle de la lecture et de l'écriture et de l'invention de la trace écrite. À cause de la transmission successive, la déperdition de la parole du maître devait être contrée grâce à la fixation de ses enseignements sur les murs. Le succès de ces écoles en France est de courte durée, car cette méthode est combattue par l'Église et une partie des députés qui lui reprochent son origine protestante et lui préfèrent une école où, à l'image de celle du pape, la seule parole autorisée et infaillible est celle du maître. En 1834, le ministre Guizot tranche en faveur de la méthode simultanée et la méthode mutuelle est abandonnée vers 1850. Aujourd'hui, presque 180 ans après ces controverses, une seule méthode, la simultanée, s'est imposée et pour une écrasante majorité des enseignants, il n'est que difficilement envisageable de proposer d'autres solutions d'apprentissage aux élèves. Plus encore, cette méthode simultanée a évolué vers un strict regroupement des élèves dans des classes en fonction de l'âge et plus du tout du niveau des connaissances acquises. Cette norme, toujours en vigueur, a été théorisée ainsi dans le dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson par Eugène Brouard, alors inspecteur général de l'instruction publique. L'idéal serait qu'un maître n'eût devant lui que des élèves de force égale.
Alors, en 2020, ne serait-il pas enfin temps de repenser l'hétérogénéité comme une force au sein de la classe et de réinterroger pour la bousculer cette forme scolaire qui n'a d'immuable que les représentations que nous en avons, qui sont fondées sur la reproduction de notre vécu d'élève